Chapitre 24 Retrouvailles d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de démarrer, n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie. Alors allons-y. Les retrouvailles, chapitre 24. De près, le pauvre Neptune faisait encore plus de peine à voir. Tout y était branlant, cabossé, balafré, la voilure plus rapiécée qu'un habit d'arlequin. Nous rangeâmes la pirogue le long de la coque, on nous lança une échelle de corde, et le Bosco, qui hésitait entre le rire et les larmes, se saisit des deux mains de Corvadoro avec effusion. Les autres, incapables d'articuler un mot, restaient médusés, aussi saisis que devant une apparition. Quant au commandant Louis-Antoine de Carteris, peu enclin aux démonstrations, il ne perdit pas de temps en vaine politesse. Après une brève accolade, il conduisit Corvadoro à sa cabine pour un long entretien. Je ne vis pas Cigognier de Chauvry et Claude Voiturin. J'appris un peu plus tard qu'ils ne quittaient presque plus leur couchette, trop épuisés par les mois de privation et les derniers efforts qu'ils avaient fallu fournir au moment du départ. Le Bosco me reprit immédiatement sous ses ordres, et à peine arrivé, il me fallut grimper à 15 pieds au-dessus du pont pour brasser la Grand-Vergue avec mes anciens camarades, ceux du moins qui tenaient encore debout. Ils étaient maigres au point qu'on pouvait craindre de les voir s'envoler au premier coup de vent. C'est pourtant cet équipage à bout de force qui parvint à ramener le Neptune à bon-port. À Buenos Aires, le vaisseau faisait encore si pâle figure que Corvadoro et le commandant de Carteris eurent le plus grand mal à obtenir une audience du gouverneur. Celui-ci se laissa convaincre, au terme d'une négociation des plus âpres, de leur venir en aide. Corvadoro dut présenter des lettres de change et mettre une partie de sa fortune dans la balance pour obtenir les réparations nécessaires au vaisseau et le recrutement d'un nouvel équipage. Les anciens, qui avaient survécu à l'aventure, se remirent progressivement sur pied pendant la durée des travaux. Et bientôt les savants reprirent leurs interminables conversations. Claude Voiturin s'était rétabli plus vite que le vieil académicien Cigognier des Chauvry, qui devait s'appuyer sur une canne, car il avait eu trois orteils gelés durant le terrible hivernage sur la côte antarctique. Corvadoro, pourtant, assailli de questions par ses compagnons, restait le moins bavard des trois. Il était visiblement agacé par le vieil aristocrate. Ce dernier, sans doute déçu du maigre résultat de l'expédition, au regard de ce qu'il en espérait, s'était laissé gagner par un enthousiasme inexplicable pour les glaces. Ayant trouvé un semblant de ressemblance entre le profil de la Frawa et celui d'un navire de l'Antiquité, il avait décidé que la pirogue ne pouvait être qu'un vestige de ce fameux continent englouti. L'Atlantide. Et il ne doutait plus que les Indiens à deux bouches en étaient les plus lointains descendants. Il n'était plus question dans ses propos que de dérive des continents et de prétendues cités prisonnières sous les glaces. Il en appelait au miracle de cette ville récemment découverte, littéralement exhumée de sous les cendres d'un volcan et qu'on pouvait visiter au sud de Naples. Pompéi, la merveilleuse cité romaine, encore hantée par les fantômes de ses habitants, pétrifiés, n'avait-elle pas surgi du passé comme par enchantement, avec ses villas couvertes de fresques, ses dizaines de rues, ses temples et ses jardins. Corvadoro cessa plus ou moins de lui adresser la parole et s'enfonça dans un mutisme solitaire, tout en arpentant le pont d'une mine soucieuse et grave, les mains derrière le dos. Il me faisait de temps en temps un bref signe de la tête en manière de salut. Chacun de nous avait retrouvé son rang, et il ne convenait pas à un homme comme lui d'adresser la parole à un simple matelot. Ce que j'étais devenu officiellement, puisque le commandant, tirant un trait sur mon passé de clandestin, m'avait inscrit sur le cahier d'enrôlement avec 3 pistoles comme prime d'engagement. Luck ne s'éloignait que pour aller pêcher sa subsistance, sinon il décrivait toujours de grands cercles autour de moi, m'attirant tout à la fois quelque moquerie et un peu d'envie. Les albatros n'ont jamais eu très bonne réputation chez les marins. Certains auraient préféré le savoir au large. Cependant, dès que nous fûmes en mer, le piaulement familier de ces cris lancés en plein vent devint une sorte d'évidence. Jour après jour, nuit après nuit, quel que soit le temps ou même la force du vent,
Le grand oiseau blanc nous précédait, infatigable et rasant les flots. On avait parfois l'impression que c'était la formidable envergure de ses deux ailes déployées qui tiraient derrière elle le grand vaisseau avec une force et une légèreté surnaturelles. Et comme notre remontée de l'Atlantique se faisait bon train et sans incident, les plus irrités contre lui perdirent leur méfiance. L'équipage en fit plus ou moins une sorte d'esprit animal, une mascotte, l'émanation vivante de l'âme Neptune. La nuit, dans les mâtures, sa présence à portée de voix ou de main me tenait en éveil. J'avais toujours au fond de la poche un morceau de pain à partager, qu'il acceptait en l'avalant d'un coup de bec royal, comme si cette humble offrande lui était naturellement due. Pourtant, cet attelage merveilleux qu'il formait avec notre vaisseau finit par se désunir. Lentement, car à l'approche de l'équateur, Locke commença à montrer des signes de fébrilité de plus en plus inquiétants. Au lieu de tracer la route en éclaireur, il se laissait distancer, s'absentait parfois pendant toute une demi-journée. On le voyait suivre le sillage du Neptune à regret comme à la peine, et ses appels avaient les notes plaintives d'un abandonné emporté dans le vent. Un soir, il m'effleura du bout de son aile, effectua une large volte au ras de l'étrave, s'éleva jusqu'à la paume du grand mât dans une courbe pleine d'élégance, puis, virant sur l'autre bord, en se laissant glisser tout le long des voiles, il acheva son paraphe, accompagné d'un cri déchirant, en tirant un long trait à l'opposé de notre route. Tourné vers la poupe, je le suivis du regard, tandis qu'il disparaissait à l'horizon. Il partait pour un long voyage vers le sud. Là-bas, très loin, il survolerait longtemps l'océan semé d'icebergs avant d'y retrouver les îles aux fleurs de mer. Je ne le revis plus jamais. Le Bosco m'ordonna de rejoindre mon poste et au passage, il me donna une petite tape sur l'épaule en guise de consolation. Le vent tomba dans l'heure qui suivit et le Neptune resta plus de 3 semaines encalminé sous un ciel de plomb, et un jour ses voiles inertes et trempées d'humidité tombaient sous leurs vergues, aussi misérablement que du linge pendu à une corde à sécher, et que le plancher, suintant le goudron, gémissant sous les ardeurs malsaines du soleil, une violente altercation éclata entre Corvadoro et Cigognier des Chauveries. Je les entendais de loin, mais je compris que Cigognier des Chauveries mettait sérieusement en doute l'humanité des Wonas, et qu'il comparait leur langue étrange au grognement inarticulé des macaques, plaignant au passage le savant italien d'avoir dû partager quelques mois de son existence entre une tribu de singes à 2 bouches et un sauvage dont il avait encore l'odeur dans le nez. Ce disant, l'académicien s'épongeait la sueur à l'aide d'un grand mouchoir en y mettant tout le dédain dont il était capable. Corvadoro le frappa du plat de son chapeau, et les 2 hommes en étaient venus au point de tirer l'épée, mais le commandant de Carteris, déjà passablement échauffé par leur dispute et peu enclin à voir celle-ci se terminer dans le sang, les fit ceinturer par des matelots. D'une voix de tonnerre, il menaça de les jeter l'un et l'autre au fer et à fond de cale pendant tout le reste du voyage, s'ils ne renonçaient pas à se quereller. Je pense qu'il ne plaisantait pas. L'excès de chaleur et d'humidité qui nous avait abattus commençait à nous vriller les nerfs, et il n'y avait rien de pire à bord d'un vaisseau que de laisser partir dans de pareils cas la petite étincelle qui peut allumer un incendie. Les 2 savants rangèrent leur colère et leur fiel, et comme un couvercle chauffé à blanc, la canicule reprit son lent travail de sape. Il fallut une tempête pour nous sortir de cette langueur mortelle, tempête d'une violence soudaine, hargneuse et continue, qui nous bouscula sans ménagement jusqu'aux îles du Cap-Vert, et nous mit en grand danger de périr sur la côte. Ce fut la dernière péripétie de notre navigation. Elle s'acheva 2 mois plus tard dans le port de Marseille, où le Neptune jeta l'ancre le matin de la Saint-Jean. C'était la première fois que je mettais les pieds dans une aussi grande ville. Et je ne sais ce qui me marqua le plus, des innombrables vaisseaux amarrés, des fortifications qui la défendaient, de la ligne blanc et rose de ces maisons étagées au-dessus du port, ou de l'incroyable activité que les hommes et les femmes de toutes conditions y déployaient. Cigognier des Chauveries et Claude Voiturin débarquèrent aussitôt. Je vis les 2 savants s'engouffrer dans un coche qui s'ébranla en faisant sonner les pavés. Le commandant de Carteris me fit appeler par le Bosco au poste de pilotage, sur le gaillard arrière, et vêtu d'un habit noir flambant neuf,
Corvadoro se tenait à côté du commandant. Prenant les devants, il m'apostropha directement. « Angèle, le commandant et moi-même avons eu une longue conversation à votre sujet. Vous devez encore 5 ans de service au Neptune, c'est en tout cas ce qu'indique la croix que vous avez tracée au bas du registre d'enrôlement. Ce n'est pas qu'un engagement de papier, Angèle, et comme vous avez fait vos preuves comme gabier, il se trouve que le vaisseau aurait encore grand besoin de vos bras et de vos jambes. On ne trouve pas si facilement de bons matelots. Cependant, le commandant m'autorise à le rembourser de la totalité de vos gages, y compris ceux à venir, en échange d'une libération de toute obligation à son égard. En clair, je vous propose de passer à mon service et de m'accompagner à Venise. Qu'en pensez-vous ? » Comme je restais muet, saisi par la brutalité de la proposition autant que par cette marque d'intérêt inattendu, après des mois de silence affiché, il continua sur le même ton. « Vous êtes parfaitement libre de choisir, Angèle. Je ne vous achète pas, et votre solde serait supérieure à celle d'un simple marin. Vous n'avez pas besoin de répondre. Si cette proposition vous agrée, soyez devant l'échelle de coupé dans une demi-heure avec votre pactage. » J'avais pour tout bagage une veste et un pantalon de marin pris à un mort et une paire de souliers grossièrement taillés dans du cuir de phoque. Et comme je portais l'ensemble sur moi, autant dire que mes bagages n'avaient pas besoin de tout ce temps pour être bouclés. J'allais reprendre la tâche qu'on m'avait assignée, graisser les poulies de basse vergue. La demi-heure écoulée, je me présentai à la coupée. 3 hommes descendaient déjà les bagages de Corvadoro dans une chaloupe. Le savant m'invita à les suivre. Il se tourna vers le commandant pour le saluer une dernière fois, puis embarqua à son tour. Et en quelques coups de rame, la chaloupe rejoignit un vaisseau amarré un peu plus loin. C'était une tartane de petit tonnage gréée d'une simple voile triangulaire. Elle leva l'ancre et mit le cap au sud. Perdu dans mes pensées, je regardais diminuer la ville, sans comprendre ce qui m'entraînait une fois de plus vers le grand large. La mer était calme et le crépuscule teintait de rose les falaises de la côte. Une lune énorme toute ronde bondit au-dessus des vagues. Je ne dormis pas de la nuit. Cette mer était vraiment belle et si différente des immenses étendues grises assaillies par l'hiver que le Neptune avait arpentées pendant des mois. Sillonnée de barques de pêche et de vaisseaux chargés d'huile ou de vin, elle s'entourait de côtes dentelées de cyprès et de pins maritimes. Des troupeaux de chèvres regardaient passer des charrettes sur des chemins de village d'où nous parvenaient des odeurs de thym, de citronnier et de jasmin. Et dans les ports encaissés des femmes au fichu d'un rouge vif ramondaient leurs filets sur des plages d'un sable si blanc qu'il en fallait plisser les yeux. C'est Corvadoro lui-même qui me montra dans la brume de chaleur du matin, alors que nous venions de passer l'île du Lido, les coupoles et les tours de Venise, s'élevant au fond de sa lagune. La tartane, après un dernier bord tiré vers la douane de mer et l'église Santa Maria della Salute, amena sa grand voile et entra dans le grand canal qu'elle remonta armée de ses seuls avirons. Elle s'amarra tout près du pont du Rialto, face à un palais dont les marches plongeaient dans la fraîcheur de l'eau verte. « Venise, enfin Venise, mon cher Angèle, s'exalta le savant en soulevant son chapeau. Nous allons pouvoir reprendre nos conversations. J'avoue qu'elles m'ont manqué. Mais il ne tenait qu'à vous de les continuer. Mon cher Angèle, à bord d'un vaisseau, et quelle que soit sa taille, je me conforme strictement aux usages, qui veulent que chacun reste à sa place qui lui est assignée. Vous étiez du gaillard d'avant avec les matelots, j'étais du château arrière avec le commandant et son autorité n'aurait pas supporté le commerce entre un marin et un homme de ma condition. Ici, tout est différent, je suis chez moi. Vous verrez, Venise n'est pas le Neptune. On y est loin de ces codes de fer et de ces lois enragées qui plient tout un équipage à la volonté d'un seul homme. Venise est une république. Venise n'obéit qu'à ses propres lois. Respirez, Angèle, respirez. Gonflez vos narines. L'air qu'on respire ici, c'est le parfum de la liberté. Disant cela, il fit trembler d'un pas nerveux la passerelle jetée entre le bord de la tartane et la première marche de son palais, et m'invita à le rejoindre. Fin du chapitre 24. Angèle, l'Indien blanc de François Place. Et au revoir.